vous sera notamment présentée la loi Egalim et puis la plateforme Ma Cantine. Ce webinaire, il est animé par Sébastien Chaventré, je crois que c'est, pardon, Ça, Sébastien Chaventré, pas de souci. Chaventré, excusez-moi. Donc qui travaille à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Je vais lui laisser la parole tout de suite pour vous présenter ce sujet. Et du coup, bonjour à toutes et à tous. Je viens de partager mon écran. Est-ce que quelqu'un peut me confirmer que vous le voyez bien? Je vois les têtes qui hochent. Donc Oui, c'est Ouais, bon. c'est tout bon. super. Alors, le cadre vient d'être posé. Donc, alors moi aussi, j'arrive pas à changer de ma diapo. Et voilà. Donc, bienvenue. Alors, j'ai été sollicité par l'UNAT dans le cadre de leur démarche vers un tourisme durable. Et du coup, j'aurais aimé commencer par un point, c'est que les mesures Egalim qui s'appliquent en restauration collective ne concernent pas le tourisme. Donc, je vais vous présenter tout ça pour que vous puissiez vous en inspirer, mais normalement, vous n'êtes pas concerné, sauf si l'une ou l'autre de vos structures, fournit des repas pour un public récurrent. Par public récurrent, j'entends par exemple une cuisine qui fournit tous les jours des repas pour une école qui se trouverait à côté ou un EHPAD qui se trouverait à proximité. Dans ce cas-là, oui, la structure est concernée par les mesures Egalim pour cette partie des repas qu'elle produit, mais pas pour le reste des repas qu'elle fait. Voilà. Donc, je vais vous présenter les mesures et en espérant que ça vous inspire dans votre démarche. Alors déjà, pourquoi l'alimentation? L'alimentation, avec l'alimentation, on a le choix par rapport aux produits. On a aussi le choix par rapport au mode de production pour faire ces produits et par rapport au mode de préparation en cuisine, de préparation des repas. Et en fait, ces choix nous permettent d'avoir des leviers sur des thématiques qui sont multiples, comme la santé, comme la préservation des ressources, la limitation des déchets, la résilience des territoires, le réchauffement climatique et la biodiversité. Et en fait, l'alimentation, c'est probablement le sujet le plus transversal que l'on ait. Et actuellement, il y a une dynamique importante qui est en train de se mettre en place sur le Grand Est par rapport à la transition agroalimentaire. Ok, donc maintenant, je vais vous présenter Egalim et Ma Cantine. Donc, Egalim, c'est le nom de la loi d'où découlent les 5 mesures. Vous allez voir que c'est un petit peu plus complexe que ça. Et Ma Cantine, c'est la plateforme sur Internet qui permet de faire la déclaration de comment les mesures sont appliquées sur le terrain. Donc, les dispositions réglementaires. Donc, je vous disais, Egalim, c'est une loi qui date de 2018 et elle est très connue, mais elle est très connue pour son titre 1. Le titre 1, en fait, Egalim, elle est relative à l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et une alimentation saine et durable. Le titre 1, c'est celui que tout le monde connaît, c'est celui qui est par rapport à rééquilibrer les relations entre les différents acteurs depuis la production des matières agricoles vers la distribution et la transformation. Mais celui qui nous concerne, celui qui concerne la restauration collective, c'est le titre 2. C'est du titre 2 que découlent les premières mesures qui concernent la restauration collective. En 2020, il y a une autre loi qui est sortie, c'était la loi AGEC, donc la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire. Et cette loi, alors le support, je vous le transmettrai, donc vous n'avez pas besoin de prendre de notes. Ça peut simplifier la prise de notes. Pour faire très court, en fait, il y a eu 3 lois. Il y a eu en 2018 la loi Egalim, en 2020 la loi AGEC, qui visait notamment à sortir du plastique jetable. Et en 2021, on a eu la loi climat et résilience, qui découlait des propositions de la Convention citoyenne pour le climat.
En fait, ce que vous devez retenir, c'est que de ces trois, la première loi Egalim a mis en place des mesures qui ont évolué avec les deux lois suivantes. Et de ces trois lois découlent les 5 mesures que je vais vous présenter maintenant. L'idée, c'est pas de perdre son temps à savoir quelle partie de la loi vient pardon, quelle partie de la mesure vient de quelle loi. L'idée, c'est juste voilà. On va parler des 5 mesures Egalim. En fait, c'est un peu plus complexe que ça. Elles découlent de ces trois lois-là. Donc, des lois Egalim, climat et résilience et AGEC, découlent 5 mesures qui s'appliquent en restauration collective. La première de ces mesures, la mesure emblématique, c'est celle qui demande à ce qu'il y ait plus de produits durables et de qualité dans nos assiettes. Et les 4 mesures suivantes, c'est la lutte contre le gaspillage alimentaire, la diversification des sources de protéines, c'est-à-dire l'introduction de plats végétariens, la substitution des plastiques et l'information des usagers. Et en plus de ces 5 mesures, en découle une 6e, c'est l'obligation de faire une télédéclaration annuelle sur la plateforme numérique Ma Cantine. Et cette télédéclaration permet d'avoir une image des pratiques sur le terrain. Et en fait, c'est grâce à cette télédéclaration qu'on peut piloter la loi. Donc la mesure la plus emblématique, celle que je vous disais, c'est par rapport à l'augmentation des approvisionnements en produits durables et de qualité. Elle a introduit un premier objectif qui est que les restaurations collectives doivent avoir 50% d'approvisionnement durable et de qualité, dont 20% de bio. Et depuis cette année, donc depuis l'exercice 2024, un deuxième objectif a été introduit et il est de 60% d'approvisionnement durable et de qualité pour les viandes et aussi pour les poissons. Sauf pour le public où ce deuxième objectif a été porté à 100%. Je ferai une pause quand j'aurai fini de présenter les 5 mesures et à ce moment-là, je pourrai prendre des questions s'il y en a. Quand on dit produits durables et de qualité, en fait, c'est au sens de la loi Egalim. C'est-à-dire que Egalim prévoit des labels qui sont reconnus. Donc, évidemment, il y a le bio, parce qu'on a un objectif spécifique pour le bio. Donc, vous voyez, il y a les deux labels à l'écran. Il y a le label français et le label européen. Sont reconnus comme produits durables et de qualité également les labels SICO. Donc, c'est tout ce qui est label rouge, AOC, AOP, IGP et STG. Je ne sais pas si vous connaissez la STG, c'est les spécialités traditionnelles garanties. Voilà, vous aurez le logo dans le diaporama. Ensuite, en plus de ces produits qui rentrent de plein droit dans les approvisionnements Egalim, on a d'autres, donc pas des labels, mais des mentions valorisantes, qui sont notamment la mention HVE, haute valeur environnementale, l'écolabel pêche durable et les régions ultrapériphériques. Le label région ultrapériphérique, qui est un label européen, qui n'est pas un label français pour le coup. Donc ça permet de faire entrer également des produits originaires des Açores, Madère, Canaries, en plus des territoires outre-mer français. Il y a également les labels liés au commerce équitable qui peuvent rentrer de plein droit dans Egalim, et les mentions valorisantes produits fermiers, produits de la ferme, produits à la ferme. Egalim, à l'origine, les mesures qui touchaient la restauration collective, avant Egalim, donc avant 2018, ces mesures, la démarche était plutôt de favoriser du local, des produits, des approvisionnements issus de filières locales. Et à partir de 2018, Egalim a consacré en fait le fait que les restaurations collectives pouvaient être un levier pour, un débouché pour les filières, sauf qu'Egalim a consacré ça pour les approvisionnements durables et de qualité, pas locaux. Donc, par la suite, ont été introduites ces dernières catégories que vous voyez sur cette diapo, c'est les produits durables et de qualité qui sont sans label ni mention valorisante. Donc, c'est une catégorie sur la base de critères d'achat que je développe ici. Donc, en fait, cette catégorie permet de faire entrer dans les approvisionnements Egalim des approvisionnements qui ne bénéficient pas des labels,
qui sont reconnus, ni des mentions valorisantes, mais qui sont considérés par l'acheteur comme étant durables et de qualité, toujours au sens de la loi Egalim. Bon, très concrètement, en fait, cette catégorie pose des soucis sur le terrain pour l'interpréter. Parce qu'autant un label, c'est clair, en fait, on l'a ou on l'a pas. Autant une catégorie où des critères doivent être évalués par les acheteurs sous la responsabilité de l'acheteur, ça devient assez compliqué à implémenter sur le terrain. Donc on se retrouve avec, on pourrait se retrouver avec des restaurations collectives qui pourraient passer de 0% de produits durables et qualité à 100%, s'ils interprètent la loi largement ou pas. Donc, si vous voulez rentrer dans, enfin, si vous voulez vous inspirer d'Egalim, pour l'instant, inspirez-vous plutôt des autres labels plutôt que de cette catégorie-là. Je vais juste revenir en arrière sur ok, un élément. Il y a un des labels qui est reconnu, donc qui permet d'entrer de plein droit dans les approvisionnements Egalim, c'est l'écolabel pêche durable. L'écolabel pêche durable, il est souvent confondu avec le label MSC pêche durable, qui doit parler à tous, enfin, c'est celui qu'on voit le plus, par exemple dans les supermarchés. Mais c'est pas du tout la même chose. Le label MSC pêche durable, c'est un label qui est privé et qui n'est pas reconnu par Egalim, qui ne recouvre pas du tout les mêmes conditions. Donc voilà, donc j'attire votre attention là-dessus. Le seul en fait qui permet de rentrer de plein droit dans les approvisionnements Egalim, c'est celui-ci, l'écolabel pêche durable. C'est un petit peu la même chose avec tout ce qui est la filière bleu-blanc-cœur. La filière bleu-blanc-cœur a une logique qui est intéressante, qui est plutôt orientée sur la santé des consommateurs, mais qui n'est pas prévue par Egalim, qui ne permet pas à ces approvisionnements. Enfin, un produit qui bénéficie de ce label ne peut pas rentrer de plein droit dans Egalim. Il peut éventuellement rentrer, de même que le label comment s'appelle, MSC pour les poissons. Il peut éventuellement rentrer dans les approvisionnements Egalim, ce serait dans la catégorie que je viens de vous décrire. C'est celle où l'acheteur va évaluer les produits sur la base de critères, des critères mesurant les externalités environnementales, la protection de la nature ou les approvisionnements directs. Et du coup, ces produits-là pourraient rentrer, mais parce qu'ils sont conformes à ces critères et pas parce qu'ils bénéficient des labels. Je ne sais pas si j'ai perdu tout le monde, mais bon, s'il y a des questions là-dessus, je vous dirai. Mais voilà, donc tout ça pour faire très court, c'est que seuls les labels qui sont cités ici permettent de rentrer dans les approvisionnements Egalim, malgré tout ce qu'on peut entendre sur d'autres labels. Alors, je vous ai présenté les approvisionnements, le label la mesure relative aux approvisionnements durables et de qualité. Donc ça, c'est la première des 5 mesures Egalim, hein. Les 4 autres mesures sont liées tout ce qui est la prévention du gaspillage alimentaire, la diversification des sources de protéines, donc les plats végétariens, réduction des plastiques et l'information des usagers. Il y en a certains qui peuvent être vécus par des acteurs comme des comment dire, comme des mesures morales, hein. Par exemple, la lutte contre le gaspillage alimentaire ou l'introduction de plats végétariens. En fait, ces mesures, ce sont de vrais leviers économiques. Ce ne sont pas juste des mesures qui sont éthiques. C'est-à-dire que si d'un côté, on améliore, enfin, comment dire, si d'un côté, on met plus d'argent pour avoir des approvisionnements de qualité, donc qui sont plus chers, de l'autre côté, en fait, on peut faire baisser les coûts avec ces deux mesures-là, par exemple. Le gaspillage alimentaire peut être baissé chez certains sites de 30 à 50%. Ça veut dire qu'il y a autant d'approvisionnements qui n'ont pas besoin d'être achetés. Donc, on achète moins, mais mieux. C'est la même chose avec les plats végétariens. On peut, avec les plats végétariens, alors c'est sous condition. Mais les plats végétariens, en fait, s'ils sont cuisinés sur place, et s'ils sont cuisinés par une équipe qui est formée à ça,
il coûte beaucoup moins cher que, par exemple, du poisson ou de la viande. Ça veut dire qu'on peut acheter moins de poisson et moins de viande, mais de meilleure qualité. Donc on peut reporter en fait l'argent qu'on économise d'un côté, on peut le reporter sur des approvisionnements de meilleure qualité de l'autre. Voilà. Les leviers pour la lutte contre le gaspillage alimentaire. En fait, le gaspillage alimentaire, la prévention du gaspillage alimentaire commence toujours par une campagne de pesée et un diagnostic. Et globalement, en fait, les leviers pour réduire le gaspillage alimentaire, c'est toujours les mêmes, hein. Il faut adapter son organisation et adapter les grammages. Alors attention, les grammages, on les adapte, mais que dans la limite de ce que dit la loi. Donc c'est l'arrêté de 2011. Et on peut adapter également les marchés quand on est dans le cadre d'une prestation qui est payée à, par exemple, à un professionnel de la restauration collective. Pour la diversification des sources de protéines, il s'agit en fait de promouvoir les végétaux, mais sans stigmatiser les produits animaux. Et pour ça, donc, il y a une importance de former les acteurs. Alors, avoir recours à des plats végétariens, ça peut être, je disais, un levier pour baisser les coûts, mais à la condition, par exemple, de ne pas acheter des produits ultra transformés. Donc, si on achète des produits ultra transformés, souvent, ils vont coûter aussi cher, voire plus que de la viande, et tout en n'étant pas bon pour la santé des consommateurs. Donc, il y a un vrai enjeu de formation des équipes par rapport à ça. Ok. Ensuite, la quatrième mesure, c'est la réduction de l'usage des plastiques. Donc en fait, il y a deux enjeux pour ça. Le premier, c'est d'éviter qu'il y ait des substances qui migrent dans la nourriture. Et le deuxième enjeu, c'est évidemment la réduction des déchets. Alors, il faut faire très attention actuellement aux solutions qui sont proposées sur le marché parce qu'il y a beaucoup de structures qui cherchent à s'adapter, à se mettre en conformité avec ça. Et il y a des solutions en fait qui sont proposées, mais qui ne sont pas conformes à la loi. Donc typiquement, ce sera des barquettes en fibre végétale, mais avec un film plastique à l'intérieur de la barquette. Donc à partir du moment où il y a un film plastique à l'intérieur, même si le reste de la barquette est en matière végétale, c'est considéré comme du plastique par la loi. Et s'il n'y avait pas ce film plastique, il y a de fortes chances pour que la barquette ne soit pas réutilisable. Donc il n'y aurait pas de plastique, mais ce serait à nouveau pas conforme à la loi. Cette loi en fait vise à réduire les plastiques et l'usage unique. Donc c'est les deux ensemble. Voilà. Et puis la dernière mesure, en fait, c'est la mesure qui est relative à l'information des usagers des convives. Alors pour les structures qui sont concernées par donc de restauration collective qui sont concernées par Egalim, l'information des usagers est très facile à faire quand ces structures ont fait leur télédéclaration annuelle. Il leur suffit à la suite de la télédéclaration d'éditer une affiche avec les données qu'ils ont renseignées à travers, en se servant de la plateforme Ma Cantine. Et l'affichage de cette affiche suffit à remplir cette obligation d'information. Alors, là, du coup, si vous n'êtes pas concerné par Egalim, il y a d'autres leviers auxquels vous pourriez réfléchir. Donc moi, je suis vraiment, dans le cadre de mon activité, je suis focalisé sur les 5 mesures Egalim en restauration collective. Mais la DRAF est en charge aussi de tout ce qui est les projets alimentaires territoriaux. Et les projets alimentaires territoriaux et la restauration collective sont chapeautés chez nous par le PNA. Et donc, dans le cadre de l'activité de notre service, il y a d'autres thèmes qui émergent, comme par exemple le soutien aux filières locales, idéalement durables et de qualité. Également, limiter ou supprimer les additifs en priorisant ceux qui sont controversés. Alors, les additifs alimentaires ne sont qu'une partie des agents commerciaux et techniques donc, qui sont utilisés dans l'agroalimentaire. Donc, une réflexion peut être menée aussi pour éviter ces ACE. Il y a évidemment tout ce qui est relatif à l'éducation et l'alimentation des convives.
Alors, quand il s'agit de l'éducation à l'alimentation des enfants, il peut être pertinent d'y inclure les parents. Parce que éduquer les enfants à l'alimentation sur le temps du midi, c'est bien, mais le reste du temps, est-ce que ça infuse vraiment à la maison si les parents ne sont pas, comment dire, ne sont pas mis dans la boucle? C'est une vraie interrogation. Donc, enfin, l'efficacité pourrait être plus importante si les parents sont inclus dans ces actions d'éducation à l'alimentation. Et évidemment, je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est la formation des agents. Alors, j'ai mis à la cuisine végétarienne, mais la formation des agents d'une façon générale et à la cuisine végétarienne en particulier. Sébastien, oui. je te coupe juste avant de passer à la prochaine partie. Il y avait une question pour le label commerce équitable. Est-ce que celui présenté, c'est le seul accepté? Non, pas du tout. Alors, celui qui est présenté, très bonne question, je vais revenir en arrière. Si vous regardez, alors je ne sais pas si vous le voyez en assez grand, mais je vais aller plus loin. Tous les logos qui sont présentés ici sont bien des logos. Sur cette page-ci, les 3 du haut, ce sont bien des logos qui sont reconnus, mais les 3 du bas, dont celui du commerce équitable, ce n'est pas un logo, c'est une icône, hein, parce qu'il y a, en fait, ça regroupe un certain nombre de labels commerce équitable qui sont reconnus. Donc ne cherchez pas cette image, ce logo-là sur Internet, vous ne le trouverez pas. C'est bien écrit en fait sur la présentation en dessous, de même que pour la mention valorisante fermier, produit de la ferme ou produit à la ferme. C'est la petite tête de vache, là, c'est une icône. Hein. Ce n'est pas le logo que vous trouverez sur vos produits. Si vous avez besoin de la liste de des labels, hein, qui sont reconnus pour le commerce équitable, je peux vous les transmettre dans un deuxième temps, si vous voulez. Je me le note de suite avant d'oublier. Est-ce que j'ai répondu à la question? Oui, c'était les seules questions et la liste est volontairement... Ouais, on veut bien la liste. Oui, bien sûr, je la transmettrai. Ok. J'ai pas l'habitude que ce soit aussi peu interactif. D'habitude, j'ai moins de participants, mais plus de questions. Donc, ok. Alors, du coup, je retourne là où j'en étais. Donc, je vous ai présenté les 5 mesures Egalim. Et de ces 5 mesures, en fait, découle une 6e, hein, qui est l'obligation de télédéclaration qui doit être faite sur la plateforme Ma Cantine. La plateforme Ma Cantine, c'est avant tout un outil qui permet de faire le suivi de la loi. C'est ce que je vous disais. En fait, les télédéclarations permettent de remonter des données. Et ces données nous permettent de nous faire une idée de ce qui se passe sur le terrain. Et mais cette plateforme se veut être utile aussi pour, pas juste pour la remontée des données, mais comment dire, elle permet de comprendre, pour les gens qui travaillent dans le domaine de la restauration collective, elle permet de comprendre les mesures des lois, les différentes mesures qui s'appliquent en restauration collective. Elle permet également d'accompagner les gestionnaires et les administrateurs en proposant des contenus et en proposant des outils, par exemple pour la prévention et le suivi du gaspillage alimentaire. Il y a des outils qui sont disponibles, notamment des outils de l'ADEME. Elle permet également de communiquer, donc c'est ce que, entre, par exemple, la structure et ses usagers. Donc c'est ce que je vous disais, par exemple, en éditant cette affichette. Mais par exemple, un gestionnaire peut également trouver sur son secteur d'autres gestionnaires qui, il peut rentrer des critères et il peut rentrer en contact avec eux. Donc ça permet d'échanger les bonnes pratiques. Et évidemment, pour l'État, la collecte des données pour faire une évaluation de la politique publique. Au-delà de l'évaluation, il s'agit en fait de voir comment piloter au mieux cette politique publique. Alors, je ne vous l'ai pas dit encore, mais depuis cette année, c'est la première année que les restaurations collectives d'entreprises, hein,
donc les restaurants d'entreprise, sont également concernés. C'était le dernier, chronologiquement, c'était le dernier public qui était concerné par les 5 mesures Egalim. Donc à partir de cette année, en fait, à part le tourisme, mais toutes les restaurations collectives sont concernées par Egalim. En fait, le tourisme n'est pas concerné parce que les restaurations collectives sont concernées à partir du moment où elles accueillent un public récurrent. Par récurrent, j'entends la même classe, les mêmes usagers. Une restauration collective dans le domaine du tourisme qui accueillerait un public scolaire, mais pas tout le temps les mêmes classes, parce que c'est des classes qui viennent juste pour quelques jours à chaque fois, n'est pas concerné, ne rentre pas dans ce cadre-là. Alors ceux qui sont concernés par la télédéclaration, ce sont les responsables légaux, donc des services, donc ce sont les gestionnaires, mais également ceux qui peuvent, par exemple, un gestionnaire peut déléguer la prestation à un prestataire, et du coup, ce prestataire peut avoir une délégation pour faire la télédéclaration à la place du gestionnaire. Donc du coup, les 2 acteurs peuvent être concernés. Mais de toute façon, même si le gestionnaire veut faire sa télédéclaration, il est obligé de recevoir les données du prestataire. Les données, par exemple, d'approvisionnement. Donc pour faire court, qui est concerné? Tout le monde. Les démarches sur la plateforme Ma Cantine, elles sont assez simples. En fait, dans la logique, d'abord, pour commencer, une structure doit s'inscrire. Une fois que la structure est inscrite par le gestionnaire, elle doit faire un bilan annuel, c'est-à-dire qu'elle doit renseigner les données, par exemple, d'approvisionnement sur l'année. Ou elle peut aussi renseigner les données par rapport aux 4 autres mesures sur l'année. Et une fois que ce bilan est fait, en fait, une fois par an, il y a une télédéclaration qui doit se faire. Donc, par exemple, pour l'exercice 2024, on renseigne les données du 1er janvier au 31 décembre 2024 et de janvier à mars 2025, donc dans 2 mois, la télédéclaration sera ouverte. Et là, en fait, il s'agit... Le gros du travail, c'est de rentrer les informations. Mais une fois que ces informations sont rentrées, la télédéclaration consiste juste à valider la transmission de ces données. Voilà. Et donc, du coup, l'objectif de 60% de produits durables et de qualité pour tout ce qui est viande et poisson ne sera télédéclaré que là, à partir de janvier. Parce que ça a concerné les restaurations collectives que depuis cet exercice. Alors, par rapport à la plateforme Ma Cantine, en fait, le déploiement d'Egalim en restauration collective et en Grand Est, mais d'ailleurs, ce n'est pas propre au Grand Est, hein, c'est dans toute la France. La télédéclaration est encore trop marginale. On a trop peu de structures qui télédéclarent leurs approvisionnements et l'application des 4 autres mesures. Donc, il y a des efforts qui sont faits pour expliquer les mesures Egalim. Bon, c'est notamment pour ça que je suis là aujourd'hui, même si je sais que vous n'êtes pas forcément concernés. Et il y a des efforts qui sont faits pour inviter les restaurations collectives à se mettre en conformité. Alors, je l'ai évoqué tout à l'heure, mais pour être très clair, télédéclarer, ça permet de faire remonter des indicateurs. Mais la finalité pour tout le monde, c'est d'améliorer les pratiques sur le terrain. Donc l'idée, c'est pas de s'épuiser à faire du déclaratif sans changer les pratiques. On a bien en tête donc on a besoin de cette remontée de données pour pouvoir piloter tout ça. Mais la finalité, c'est vraiment que ça serve à améliorer, à faire la transition agroalimentaire, en tout cas en Grand Est. Donc le temps et notre énergie doivent principalement aller dans les actions terrain et pas dans le déclaratif. Alors vous, sur vos territoires, vous avez des PAT, des projets alimentaires territoriaux. Les projets alimentaires territoriaux sont directement concernés par les obligations de... Alors, ça peut être déjà, avant même de parler de ça, ça peut être des très bons interlocuteurs pour trouver des approvisionnements de proximité par rapport à vos structures.
Donc, je peux vous communiquer. Alors, la liste de tous ces PAT, elle est disponible, hein, c'est public. C'est sur France PAT. Donc, je vous enverrai la référence à la suite de la présentation. Et du coup, vous pourrez consulter les PAT, comment dire, les territoires sur lesquels vous vous trouvez. Vous pourrez trouver les PAT qui les concernent et du coup prendre contact avec eux pour voir si vous avez besoin d'approvisionnement de proximité. Eux peuvent vous aider pour en identifier. Et eux sont directement concernés par cet effort qui est fait pour emmener les restaurations collectives vers la télédéclaration d'une part et l'amélioration des pratiques d'autre part. Maintenant, en fait, ce que je peux faire, c'est je peux vous montrer comment... Alors, j'aurais besoin de savoir combien parmi vous voudraient inscrire leur structure, en fait, c'est-à-dire, est-ce que parmi vous, il y en a qui ont déjà identifié qu'ils sont concernés par l'obligation d'inscription et de télédéclaration? Ok, j'en vois déjà un. Ouais, moi, j'en vois d'autres parmi vous, normalement, ouais. Ok. Et est-ce que ces structures ont eu le temps de rassembler? Normalement, vous avez reçu un document avec les prérequis à rassembler pour pouvoir vous inscrire. Est-ce que vous avez pu rassembler ces informations, notamment le numéro SIRET? Ah, je vois quelqu'un qui lui hoche la tête. Ah, ok, bon. En fait, ce qu'il vous faut principalement, c'est le numéro. Ok, j'en vois deux. Ce qu'il vous faut principalement, c'est le numéro SIRET et réfléchir au nom de votre cantine. Le nom de votre cantine, par exemple, si vous êtes, je donne un exemple, si vous êtes une cantine scolaire dans un village, l'idée, c'est de ne pas l'appeler cantine de l'école ou cantine de la mairie, parce qu'on va se retrouver avec plusieurs milliers de cantines comme ça en France. Donc, il faut qu'il y ait un nom vraiment qui corresponde qui permette vraiment d'identifier votre structure. Donc, si vous avez votre numéro de SIRET et que vous avez réfléchi à au nom de votre cantine, on peut prévoir à la fin un temps où on va faire ça ensemble, on libérera les autres et on pourra s'inscrire. Ce que je vais faire maintenant, c'est je vais vous faire une petite démonstration. Alors, attendez. On va faire ça comme ça. J'aurais besoin de l'avis des organisateurs de l'UNAT. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, je peux dérouler la présentation très vite. On a assez peu de questions. Du coup, je fais une présentation théorique et ensuite on libère tout le monde et on se garde juste un temps avec les quelques-uns qui sont concernés. Oui, oui, on peut faire ça. Moi, j'aimerais bien que vous présentiez effectivement la plateforme. Peut-être que ça peut intéresser tout le monde, dans le sens où sur cette plateforme, même si on n'est pas soumis à la loi Egalim, on peut y retrouver un certain nombre d'informations utiles et en tout cas s'en inspirer pour bien évidemment améliorer sa restauration collective en termes de durabilité. Et puis pour celles et ceux, alors je sais qu'il y en a quelques-uns qui vont être concernés, mais pas tous, et dans ce cas-là, on pourra bien évidemment les libérer plus tôt. Ok. Il y a juste une question avant peut-être qu'on présente la plateforme. Est-ce que la déclaration est par lieu de cantine ou par gestionnaire? Par exemple, une association qui a plusieurs cantines, elle fait une télédéclaration ou une télédéclaration par cantine, si j'ai bien compris la question. Oui, non, j'ai bien compris. En fait, la télédéclaration se fait par site.
c'est pas par gestionnaire. Un gestionnaire qui gère plusieurs sites devra faire une télédéclaration par site. Ça va même plus loin, c'est-à-dire que, imaginons qu'il y a un restaurant, enfin une cuisine centrale qui produit des repas pour, mettons, 10 cantines. Ces 10 cantines, c'est le même marché, donc c'est exactement les mêmes approvisionnements. Enfin, cette cuisine centrale reçoit des approvisionnements après qui vont être dispatchés dans ces cuisines, dans ces restaurants satellites. Les approvisionnements seront exactement les mêmes. Pour autant, il faudra quand même faire une télédéclaration, d'une part pour la cuisine centrale et d'autre part pour les restaurants satellites. Donc, dans ce cas-là, dans cet exemple, il y a 11 télédéclarations à faire. La raison, c'est que effectivement, les approvisionnements sont les mêmes dans ce cas précis. Mais les autres mesures, comme par exemple la prévention du gaspillage alimentaire, ça se fait sur chaque site. Ça se fait aussi bien en cuisine centrale que sur les restaurants satellites. La suppression des plastiques aussi. Ça se fait aussi bien dans la cuisine centrale que pour chacun des 10 restaurants satellites. Donc voilà, je pense que j'ai répondu à la question. En fait, ça concerne vraiment chaque site qui est concerné par la production ou la distribution de repas dans le domaine de la restauration collective. Ok, c'est bon pour tout le monde? Je pense que c'est bon, merci. Ouais, c'est Ah très oui. clair. Du coup, je vous ai partagé mon écran que normalement vous voyez. Donc, si vous allez sur le site de Ma Cantine, vous tapez Ma Cantine sur Google, normalement vous arrivez sur ça. Vous verrez, en fait, il y a 3 entrées enfin, il y a 3 accès en fonction de ce qu'on veut faire sur Ma Cantine. Si vous êtes un gestionnaire et que vous voulez gérer votre cantine, vous allez cliquer sur cette première icône. Donc, il va vous demander d'abord de vous identifier. Donc, c'est ce que vous allez faire quand vous allez créer votre compte et que vous allez inscrire votre cantine. Et du coup, ça vous permettra. Alors, cet accès-là, je vais le mettre plutôt en mode démo parce que moi, en vrai, j'ai pas de vraie cantine, mais je vais vous montrer ça autrement. Voilà. Du coup, vous arriveriez ici. Donc là, en fait, je suis en mode démo, c'est-à-dire que ce que vous voyez là, c'est des fausses cantines. Donc du coup, en arrivant ici, vous pouvez voir chacune des cantines qui dépendent de vous. Et vous pouvez renseigner en fait les données qui sont liées à l'application des 5 mesures Egalim. Je peux revenir ici plus tard. Ensuite, il y a si vous êtes, par exemple, curieux de savoir ce qui se passe sur votre collectivité, ou pour faire un suivi de l'ensemble des cantines qui vous concernent sur votre territoire, vous utiliserez plutôt cet accès-là. Donc celui-ci, en fait, vous permet de mettre des filtres pour savoir quand il y a une télédéclaration, donc on a des données. En fait, à travers cette interface, on peut avoir des moyennes de ces données en fonction des filtres qu'on applique. Donc on peut savoir que pour tel département, je vais choisir l'Aube, on peut savoir que dans l'Aube, il y a tant de cantines qui sont inscrites. Et on peut voir les moyennes. Donc là, par exemple, c'est la moyenne pour l'ensemble des structures qui ont télédéclaré, la moyenne des approvisionnements en bio, la moyenne des autres approvisionnements durables et de qualité, et là où ils en sont de l'application des 4 autres mesures: gaspillage, plastique, information des convives et végétariens. Et ici, ce que vous voyez, c'est le pourcentage des structures qui ont télédéclaré et qui ont réussi à atteindre les objectifs d'Egalim. Donc, vous voyez, il n'est pas très... Il faut savoir que en Grand Est, en France, il y a 60 000 structures. En Grand Est, il y en a 7 000. Ceux qui ont télédéclaré en 2024, il y en a 600. Et ceux qui ont atteint les objectifs Egalim, il y en a moins de 60. En fait, cet indicateur-là, ne vous y attardez pas parce que les objectifs Egalim, ils sont vraiment ambitieux. 50% d'approvisionnement durable et de qualité, dont 20% de bio, des menus végétariens, la suppression des plastiques, ça implique
de vrais changements dans les pratiques. Et du coup, ça implique aussi souvent, ça peut impliquer des coûts, tout simplement, qui doivent être échelonnés dans le temps. Et ça implique en fait, de se fixer des étapes. On n'atteint pas ça en un an. Donc, ne vous attardez pas sur le fait de ne pas réussir à atteindre ce genre d'objectif. L'idée, c'est vraiment de s'inscrire, c'est ce que vous faites avec votre réseau, de s'inscrire dans une démarche pour progressivement se diriger vers ce genre d'objectif. Alors, pour en On est bien revenir à... d'accord, pardon, Sébastien, qu'aujourd'hui, il n'y a Oui, oui, pas il y a pas de sanction si on n'atteint pas les objectifs de correct. la loi Egalim. Alors, on va dire ça comme ça. La loi ne prévoit ni contrôle ni sanction. Ça explique aussi pourquoi elle est assez peu... Enfin, il y a un tel décalage dans le temps pour l'appliquer. Mais il y a de plus en plus d'incitations. Par exemple, certains financements sont conditionnés par le fait de s'inscrire, de télédéclarer et de déployer des mesures. Donc, certaines labellisations pour certains territoires sont conditionnées par ça aussi. Mais concrètement, ce que vous dites est vrai. Il faut être très clair là-dessus. Pour l'instant, il n'y a pas de contrôle, pas de sanction. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas demain. Mais pour l'instant, on est dans ce cas-là. Et c'est important de le dire, hein, il ne faut pas, faut pas faire croire des choses qui seraient fausses aux gens. Donc pour en revenir à cet outil, du coup, on peut regarder l'état des lieux sur un territoire, mais aussi par rapport à un secteur géographique, mais aussi par rapport à un secteur d'activité. Donc par exemple, si ce que vous cherchez, vous, ce serait des centres de vacances sportifs ou des établissements de loisirs, vous seriez ici. Donc on va voir. Alors je vais enlever l'Aube et je vais mettre le Grand Est. Donc là, par exemple, on peut voir que pour la dernière télédéclaration, donc celle qui a été faite cette année, c'est-à-dire elle a été faite cette année pour l'exercice 2023, il y a 69 établissements qui relèvent des secteurs centres de vacances sportifs ou établissements de loisirs. Et sur ces 69, il y a 21% de bio en moyenne et 21% d'autres produits durables de qualité en moyenne. Et sur ces 69, il y en a 41% qui ont atteint les objectifs Egalim, ce qui est, je dois dire, assez élevé par rapport à ce qu'on trouve sur les autres secteurs d'activité. Ah, ok. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette utilisation de ma cantine? Non? Ok. Donc du coup, Moi, Sébastien, je voulais Oui, juste revoir tout, enfin, au-delà de la partie réglementaire et télédéclaratif, il y a aussi pas mal de ressources, même si on n'est pas oui, soumis, en tout cas à absolument. ces points, qui peut être intéressant à On mobiliser va, des webinaires, mais il y a aussi d'autres choses. on va explorer tout ça. Ok, pardon. Non, non, il n'y a pas de souci. Il y a pas de souci. Donc ça, je suis revenu sur l'accueil de ma cantine. Donc, on a fait le gestionnaire, on a fait la tête de réseau ou la personne curieuse de ce qui se passe dans sa collectivité. Ou par exemple, le gestionnaire qui veut se comparer à ce qui euh, par exemple, quelqu'un qui gère une école, enfin une cantine d'école, pardon, qui veut se comparer aux autres écoles sur son secteur, c'est ici qu'il va aller. Et ici, en fait, il s'agit d'en savoir plus sur une cantine donnée. Donc là, par exemple, on peut faire une recherche sur, on va filtrer par rapport au territoire. Bon, je vais retourner sur l'Aube. Alors, j'ai rien pour ou contre l'Aube, c'est juste qu'ils sont en tête de liste, donc je les trouve facilement. Donc on peut filtrer, par exemple, par rapport au territoire, mais également par rapport au mode de gestion, au secteur d'activité. Et on pourra retrouver ainsi des... Allez, on va prendre les restaurants interadministratifs. Bon, il n'y en a pas dans l'Aube, donc... Établissement loisirs. Voilà, eh ben, il y en a un dans l'Aube.
Et en fait, avec ces filtres, on peut retrouver une cantine précise. On peut aussi faire une recherche en fonction du nom, ou en fonction du nom de la ville, ou en fonction du numéro SIRET. Voilà. Donc ça, c'est plutôt en fait un accès pour les usagers, donc typiquement pour les parents qui sont curieux de ce qui se passe dans la cantine de leurs enfants. Ils vont aller chercher là. Mais typiquement, ils ne trouveront pas la cantine de leur enfant parce qu'il y a encore trop peu de cantines qui sont inscrites. Un jour, ils les trouveront. Ok, et du coup, ça, c'est les 3 usages principaux. Et après, pour l'ensemble de ces acteurs, il y a effectivement ce que vous disiez. Il y a des ressources. Donc, par exemple, vous pouvez aller dans M'améliorer et vous allez avoir tout un nombre de ressources. Donc, par exemple, c'est ce qui a été dit à l'instant, des webinaires qui sont proposés. Donc, il y a des webinaires qui vont expliquer les différentes fonctionnalités de... alors, dans ce cas-là, c'est les différentes démarches. Comment renseigner ses achats, par exemple. Comment créer son compte. Alors, créer son compte et inscrire sa cantine, si on a rassemblé les données en amont, comme normalement vous l'avez fait, en 5 minutes, normalement, c'est fait. Donc là, donc ça, c'est des webinaires plutôt sur les démarches. Mais il y a également des webinaires, vous allez voir, sur, par exemple, alors est-ce qu'ils sont... Enfin, voilà. Un webinaire qui va expliquer la mesure par rapport à la substitution des plastiques et au réemploi en restauration collective. Enfin, par rapport au gaspillage alimentaire. Donc ça, c'est juste les webinaires. Mais après, vous pourrez trouver, là, il y a générer mon affiche. Vous pouvez trouver tout un nombre de contenus qui permettent de comprendre en fait les 5 mesures et de comprendre comment les déployer concrètement chez vous. Et là aussi, donc, alors là, par contre, il s'agit vraiment d'expliquer les 5 mesures. C'est pas du contenu pratico-pratique, c'est vraiment l'explication de texte des 5 mesures que je vous ai présentées tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des questions? Je ne vois pas de questions dans le fil de discussion. Non, il n'y en a pas pour l'instant. Alors, ce qu'on peut faire, c'est que je peux vous montrer... alors, on va aller dans... Ici. Donc, par exemple, je vais aller dans mon tableau de bord. Alors là, je suis revenu en mode démo. Je suis sorti du site et je suis en mode bac à sable. Donc, je vais rajouter une cantine. Alors, il faudrait juste... Donc là, je vais faire... donc là, par exemple, ce serait... alors, ce serait pas cuisine, ce serait... Voilà. Qui probablement n'existe pas. J'ai mis ça au pif. Donc là... Alors, pourquoi il n'a pas pris? Donc là, par exemple, là, je suis en train de rajouter une cantine. C'est vraiment... Donc j'ai rajouté le SIRET, j'ai fait suivant. Maintenant, je mets le nom de ma cantine, la ville. Ici, je vais déclarer comment dire, enfin, l'organisation en fait, c'est-à-dire est-ce que les repas sont produits sur place ou est-ce qu'ils ont été préparés ailleurs ou est-ce que c'est un site qui produit des repas dont une partie est servie sur place mais également servie ailleurs. Et en fonction de ce que je vais répondre ici, les questions suivantes vont découler. Donc imaginons que c'est un cas simple, il produit sur place les repas qui servent à ses convives. Du coup, il va me demander le nombre de repas par jour, le nombre de repas par an, et ensuite, je vais devoir sélectionner le type de public. Donc, dans ce cas-là, ce serait scolaire. Alors, je vais vous le faire.
Faux, mais c'est pas grave. Donc là, par exemple, si j'avais sélectionné qu'une partie de mes repas était livrée sur une autre structure, il m'aurait débloqué cette case et j'aurais dû déclarer combien de repas étaient fournis aux autres structures. Donc là, par exemple, je vais mettre enseignement et école primaire. Donc on est dans le cas d'un établissement public avec une gestion directe. Et une fois que j'ai rempli ces valeurs, je fais valider. Ma cantine est inscrite. Donc ça, par exemple, si vous êtes concerné, c'est quelque chose qui vous prend assez peu de temps et que je vous recommande de faire. Donc on va le faire après. Je vais vous proposer de le faire après. Mais psychologiquement, pour beaucoup d'acteurs, le fait de se lancer dans la démarche, souvent c'est compliqué. Donc, alors qu'en fait, ça ne l'est pas. Ça n'est vraiment pas. Et une fois que l'inscription est faite, il y a un autre document que je peux vous envoyer qui liste les prérequis pour faire la télédéclaration. Et les prérequis, et la télédéclaration, finalement, c'est pareil. Si on a déjà les données sous la main, ça se fait vraiment assez bien. Mais encore faut-il avoir les données sous la main. Si vous voulez faire votre télédéclaration et que vous commencez à chercher les données au fur et à mesure qu'elles vous sont demandées, vous n'y arriverez pas. Donc, par exemple, allez-y. Non, il y avait une petite question qui redemandait si la télédéclaration était obligatoire et depuis quelle date. Alors, la télédéclaration est inscrire sa cantine et télédéclarer, c'est obligatoire depuis 2018. La télédéclaration est annuelle. Après, toutes les cantines n'étaient pas concernées dès 2018. Il y en avait certaines qui ont, progressivement, en fait, le champ d'application s'élargit. Ce que vous devez retenir, c'est que depuis 2024, tous les types de publics, sauf donc le tourisme, dans la mesure où ils n'accueillent pas le même public de façon récurrente, toutes les autres restaurations collectives sont concernées depuis cet exercice. Et donc, à partir de la prochaine télédéclaration, donc en janvier 2025, tous les publics seront concernés par cette télédéclaration. Donc la télédéclaration se fait chaque année, pour un exercice, la télédéclaration se fait de janvier à mars de l'année suivante. Donc, c'est moi qui vous remercie pour la question. Du coup, alors la télédéclaration, en fait, en soi, elle n'est pas compliquée. Il s'agit juste de cliquer sur un bouton pour télétransmettre des données. Le plus important, c'est de renseigner ces données. Donc là, par exemple, je vais vous faire le bilan. Alors, et renseigner les données, c'est ça, c'est faire le bilan. Donc, pour les approvisionnements, si on veut faire le bilan, il va nous demander le total des achats. Ce total, en fait, va permettre de ce total, ce sera notre 100%, et ça va nous permettre de déduire le ratio, par exemple en bio, le ratio sur les autres produits durables de qualité. Par exemple, 10 000. Ensuite, il va nous demander si on veut faire une saisie simplifiée ou détaillée. La saisie simplifiée, elle est autorisée jusqu'en 2026. Et la détaillée, elle sera obligatoire à partir de 2027, mais pour les grandes structures. Donc, vous ne serez pas concerné par ça. Donc là, par exemple, maintenant, pour connaître notre ratio de bio et d'autres produits durables et de qualité, il nous demande les montants qui seront comparés par rapport aux 10 000. Donc là, je vais mettre, mettons... Et par exemple, si vous n'avez pas d'approvisionnement en bio, vous laissez 0. Cette valeur est optionnelle. En fait, toutes les autres valeurs seront optionnelles pour le cas où vous n'êtes pas concerné par ce type d'approvisionnement en particulier. Donc là, à l'instant, il vous a demandé les SICO. Donc c'est tout ce qui est label rouge, AOC, AOP. Maintenant, il vous pose la même question pour les autres mentions valorisantes qui ne sont pas des SICO. Et enfin, il vous pose la même question pour les achats par rapport aux critères environnementaux que je vous ai décrits.
c'est-à-dire ceux qui ne bénéficient ni de label ni de mention valorisante. Ça, ce qu'on vient de faire, ça permet d'avoir nos ratios par rapport au premier objectif, les 50% d'approvisionnement durable et de qualité, dont 20% de bio. Maintenant, il va demander de faire la même chose pour tout ce qui est viande et pour tout ce qui est volaille également. Alors, je vais le faire pour les viandes, mais je ne vais pas le faire pour les... alors, j'ai dit viande et volaille, excusez-moi. Pour tout ce qui est viande et pour tout ce qui est poisson. L'objectif, c'est 60% de durable et de qualité pour les viandes et également pour les poissons. Donc là, je vais mettre, mettons, 1, 2, 3. Hop. Donc, je ne le fais pas pour les poissons. Imaginons que je n'ai pas acheté de poisson. Et là, ça y est, il nous sort le résultat. Donc, et il nous montre où on en est par rapport aux objectifs. Donc, théoriquement, l'objectif, c'est 20% pour le bio. On voit que je suis à 10. Et le total devrait être à 50%. Enfin, le total des approvisionnements durables et de qualité devrait être à 50%. Et je suis à un peu plus de 20, à 23. Et ça, c'est la partie la plus longue, en fait. Après, tout ce qui est végétarien, substitution des plastiques, c'est vraiment... Je peux vous faire le végétarien, mais je ne vais pas tous les faire. En fait, ce sera sous la forme d'un QCM. Est-ce que vous avez commencé à déployer cette mesure? Oui. Du coup, il vous débloque les questions suivantes. Il vous dit où vous en êtes par rapport au déploiement de cette mesure. Je vois qu'il est déjà 16h07 et il faudrait qu'on se garde encore un petit peu de temps en fin de session pour faire la démarche avec ceux qui sont concernés. Est-ce qu'il y a des questions par rapport au site? Je vous ai montré les ressources. Je vous ai montré les 3 accès qui sont disponibles sur la page d'accueil en fonction du type d'utilisation qui est fait, en fonction de l'utilisation qui va être faite du site. Et là, je vous ai montré, bon, assez rapidement, mais je vous ai remontré la démarche pour s'inscrire et pour préparer la télé, pour renseigner le bilan. Et ce bilan servira à faire la télédéclaration. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Je vois qu'il y a quelqu'un qui est en train d'écrire. Je pense que les questions vont arriver, oui. Ouais, c'est ça. Je peux poser On une peut question? prendre Benoît, qui lève la main en attendant qu'elles arrivent. Oui, Bah, allez-y. il y a une obligation de se déclarer sur le site. Quand on y va et qu'on regarde globalement, c'est quand même assez pauvre. Je suis allé sur mon département pour regarder. C'est impressionnant le peu de déclarations qu'il y a. Alors, je vais retirer les cuisines satellites. Alors, nous, on a une cuisine centrale, hein, et on a une trentaine de sites périscolaires à côté. On y est. Mais dans ma catégorie, je veux dire, en termes de concurrence, personne ne déclare. Il y en a quelques-unes qui sont déclarées, enfin, où elles existent en tout cas, mais pas de données, pas de données, pas de données, pas de données. Alors, ça, c'est le souci. Alors, nous, au niveau des services, on est évalué en fonction du nombre de structures qui sont inscrites. C'est peut-être pas le bon indicateur parce que c'est ce que vous dites, beaucoup de structures pourraient être inscrites et ne pas renseigner de données. Du coup, ça n'aide pas beaucoup. Alors, en grand test, hein, on a 7300, enfin estimé 7300 structures qui existent, qui devraient être inscrites. Il y en a les 2000. inscrits, il y en a 2000. Et ceux qui télédéclarent, il n'y en a que 600. Donc, c'est pour ça qu'il y a en ce moment ce que vous dites, en fait, et ça, c'est valable pour que l'on regarde n'importe quel département. Bon, il y a des variations d'un territoire à l'autre, mais si l'on regarde en fonction des départements, en fonction du type d'activité, c'est-à-dire est-ce qu'on regarde les scolaires ou les EHPAD ou les collèges, c'est la même chose sur tous les secteurs, que ce soit des secteurs d'activité ou des secteurs territoriaux. Et c'est pour ça que la préfète a saisi les services départementaux en début septembre pour qu'il y ait des actions qui soient faites par rapport à ça. Donc là, en ce moment, il y a une mobilisation des services qui est faite, donc notamment les DDT et d'autres, pour améliorer cette situation-là. Ce que vous dites est vrai. On est encore loin du compte, mais on a bien l'intention que ça s'améliore. Et j'ajouterais que finalement, derrière, ce n'est toujours que du déclaratif. Donc, on peut déclarer ce qu'on veut.
Absolument. Pour l'instant, alors, vous vous rappelez, hein, il n'y a pas de contrôle, pas de sanction. Donc pour l'instant, on n'est que sur du déclaratif, effectivement. Eh ben, il y a encore du chemin. Oui, il y a encore du chemin, oui. Après, le côté positif, c'est que plus on parle de ça, et enfin, moi honnêtement, je rencontre beaucoup de. Alors, tout le monde n'est pas intéressé par les démarches, mais plus on parle de ça, plus il y a une dynamique qui se crée, et plus on se rend compte qu'il y a des gens qui sont intéressés. Il y en a beaucoup qui sont un peu désarmés parce qu'ils ne comprennent pas bien Egalim, qu'est-ce qu'ils doivent faire. Il y en a d'autres qui sont désarmés parce que concrètement, comment ils doivent faire. Des fois, c'est pas. Clairement, ça nécessite des investissements pour certains qui ont une organisation de leur. Par exemple, une liaison froide avec des barquettes en plastique. Passer à de l'inox, c'est facile à dire, mais des fois, techniquement, ils sont contraints par les locaux. Ils ne peuvent pas. Donc, il y a des vraies contraintes sur les sites qu'on entend, mais voilà, il faut se mettre dans cette dynamique et voir comment se diriger vers l'atteinte de ces objectifs. Pardon. Ça y est, les questions sont arrivées, hein. Ok, bah allez-y. Alors, il y a une vraie question et une autre, c'est de savoir si on pourrait avoir votre contact pour des questions ultérieures à cet événement. Donc, Oui, absolument. ça, je crois qu'en tout cas, on n'hésitera pas à, à le Quand, communiquer sans souci. Et par quand contre, j'enverrai le support de présentation, vous pourrez le retransmettre aux personnes qui sont là, ainsi que les coordonnées de la DRAF. On a un mail de service pour gérer ça. ouais. Et l'autre question, c'était existe-t-il un logiciel pour aider à renseigner le bilan où les fournisseurs peuvent nous fournir ces éléments? Le tout dans l'optique de faciliter la démarche. Alors, oui et oui. En fait, il existe des logiciels qui permettent. Donc, par exemple, ce sont des logiciels. Alors, moi, je ne vais pas vous donner de nom parce que si je vous donne un nom, je dois être certain de vous avoir donné tous les noms de tous les autres concurrents, de tous les acteurs. Et si je vous en donne qu'un, ce serait faire de la publicité à une société par rapport à l'autre. Mais oui, il existe des logiciels. En fait, clairement, il y a des logiciels de gestion des approvisionnements qui utilisent ce qu'on appelle une API, c'est-à-dire qu'il y a un lien informatique qui est créé entre ce logiciel et la plateforme MaCantine. Et du coup, au lieu de renseigner à la main toutes les données du bilan que je vous ai montré, vous pouvez transmettre directement les données depuis votre logiciel vers la plateforme MaCantine. Donc ça existe pour certains logiciels. Il faut se renseigner pour savoir si les logiciels que vous avez disposent de ça ou pas. Voilà. Sachant que une des mesures, c'est également tout ce qui est gaspillage alimentaire. Certains logiciels de suivi des approvisionnements permettent aussi de faire un suivi du gaspillage alimentaire. Donc à terme, il y aura peut-être également une transmission directement de ces données vers MaCantine. Voilà, pour éviter pour éviter de doubler les démarches, quoi. Donc ça, c'était la première question. La deuxième question, je suis désolé, j'ai oublié. C'était par rapport au contact, donc c'est tout. Non, mais dans la question, il y avait soit il y a des logiciels où les fournisseurs peuvent nous fournir les éléments. Ah oui, les fournisseurs, oui, effectivement. Alors, les fournisseurs, donc par exemple, si vous êtes un gestionnaire et que vous avez un prestataire qui gère la production des repas, vous pouvez parfaitement mettre dans votre... alors, pour que vous puissiez faire votre télédéclaration, il faut que il faut que le prestataire vous donne les données à télédéclarer. Le montant total des approvisionnements, le montant total du bio, le montant total en fonction des différents labels. Ce que vous pouvez faire, c'est que, alors déjà, normalement, les prestataires sont au courant d'Egalim. Donc, si on parle des grands, normalement, ils sont au courant. Si c'est un petit, traiteur dans un village, c'est moins évident. Donc là, il faudra peut-être que vous discutiez avec lui. Mais d'une façon générale, ce que vous pouvez faire, c'est vous récupérez le fichier qui liste les prérequis pour faire la télédéclaration. Dans ce fichier sont listées toutes les valeurs que vous devez rentrer. Et vous transmettez ça à votre
prestataire et vous lui dites qu'il doit pouvoir vous fournir ces données-là pour vous permettre de remplir en temps et en heure la télédéclaration. Si vous avez un contrat avec ce prestataire, vous pouvez également intégrer cet élément dans le contrat, c'est-à-dire contractualiser ce besoin que vous avez d'avoir des données à un certain moment pour pouvoir remplir vos démarches. Et après, la dernière option, vous pouvez également faire une délégation donc, à un prestataire pour qu'il puisse, lui, faire la télédéclaration à votre place. Par contre, si vous faites ça, vous perdez la visibilité sur ce qui est télédéclaré. Donc, en général, on recommande plutôt au gestionnaire de rassembler les informations pour lui-même faire la télédéclaration. Je vais juste vérifier que j'ai bien répondu à la question, et si c'est le cas, je prends la question de monsieur Héberlé. Alors, c'est la Ligue de l'enseignement de l'Aube. Je ne sais pas si vous voulez vous exprimer ou pas en direct en prenant la parole. Non, c'est bien, merci. Ok, D'accord. super. Du coup, monsieur Héberlé? Dans la continuité de ce que vous disiez, parce que moi je me rends compte que bon voilà, on a une cuisine centrale, on livre 30 de nos périscolaires. Nos périscolaires, on ne les a pas déclarés parce que finalement, ça veut dire que sur ce qu'on télédéclare déjà, alors on produit 2000 repas jour hein, sur la cuisine, 2800. S'il faut saucissonner nos calculs sur 30 périscolaires, je peux vous dire que des grosses cuisines centrales comme Sodexo ou d'autres, je ne vois pas très bien comment ils vont faire pour arriver à ça. Ou alors il va falloir qu'ils retravaillent sérieusement leur logiciel. Je sais qu'on le fait nous aussi pour arriver à cela, mais c'est quand même pas évident. Hein. Ça fait 3 ans qu'on télédéclare. C'est un peu de travail, quoi. Hein. Ouais. C'est pas aussi, on n'appuie pas juste un bouton et on remplit trois lignes. Hein. Les approvisionnements, en fait, vous pouvez les télédéclarer pour votre cuisine centrale. Là, on parle uniquement des approvisionnements. Oui, par exemple, oui. Les approvisionnements, en fait, avec une cuisine centrale, vous les renseignez pour la cuisine centrale. Normalement, vous raccrochez vos restaurants satellites sur la cuisine centrale. Et ensuite, au moment de la télédéclaration, les données sont, comment dire, les données sont dispatchées en fait sur les restaurants satellites. C'est-à-dire qu'il ne faut pas rentrer à la main les données d'approvisionnement pour chaque restaurant satellite. Ça veut dire que si là, on est à 31% de bio et 19% de produits durables, etc. Ça veut dire que ça va automatiquement recalculer 31 et 19 pour chaque site, quoi, en fonction C'est du nombre ça. de couverts. C'est ça. En fait, ce que vous faites, c'est par exemple, votre cuisine centrale fait, je ne sais pas moi, 10 000 repas qui sont dispatchés. Par exemple, il y a 1000 repas qui vont sur un site, 500 sur un autre, ainsi de suite. Les ratios vont être les mêmes. Hein. C'est juste le nombre Ouais, de d'accord. repas que vous allez déclarer en fait Ok. sur la cuisine centrale d'un côté et sur les restaurants satellites de l'autre. Ok. Alors, je vois quand même que le temps défile. On peut éventuellement prendre encore une ou deux questions et libérer peut-être les personnes qui ne seraient pas intéressées par la télédéclaration. Est-ce que... alors, moi, j'en vois pas dans la discussion. Est-ce qu'il y en aurait... est-ce que des personnes souhaitent encore s'exprimer? Sinon, comme on vous l'a dit, hein, on vous remettra les contacts et si d'autres questions arrivent. Ah, je vois qu'il y en a une qui arrive. Sinon, n'hésitez pas à prendre la parole en direct, ce sera peut-être plus simple. Après, il est déjà 16h20. C'est la dernière question qu'on prend. Si Oui. on veut encore faire les inscriptions pour les 2 personnes derrière. Non, c'était pas une question, donc c'est tout bon. C'était simplement pour nous remercier. Moi, je voudrais simplement, si je peux me permettre, Sébastien, de clôturer avant d'en libérer certaines et certains. Alors, je sais pas si je peux mettre ma présentation à votre place, si ça Oui, fait allez-y. pas. C'est bon, Alors, je est-ce vois. que c'est bon? Hop, je vais essayer de voir si.
Alors, je suis désolée, ça mouline un peu de mon côté. Je sais pas quel slide vous voyez en fait. Alimentation durable, ça d'aujourd'hui. Celle d'aujourd'hui, ok. Il ne veut pas me passer. Je voulais simplement donc vous dire que là, on est vraiment sur de la sensibilisation. Vous voyez, on ne peut pas aller trop en profondeur, mais il y aura d'autres temps pour ça. Et surtout, vous pouvez d'ores et déjà contacter nos animateurs territoriaux qui sont présents virtuellement avec nous, enfin en tout cas qui sont là. Malheureusement, est-ce que vous voyez toujours, vous voyez à l'écran les contacts ou pas? Non. Bon. Toujours la slide. Je crois qu'il a. Ouais, je sais pas pourquoi. En tout cas, on vous les remettra dans la présentation, mais vous avez donc Anaïs en Lorraine, Evelyne en Alsace et Adrien en Champagne-Ardenne qui peuvent bien évidemment vous accompagner sur ce sujet-là. Donc n'hésitez pas à les solliciter. Je reteste mon partage et sinon je le fais à l'oral. Ça sera envoyé. Oui, ce sera bien évidemment envoyé. Et je voulais simplement vous présenter les prochains webinaires, puisque du coup, on a annoncé que c'était une série. J'aimerais bien vous les voir, mais il ne veut vraiment pas. Donc, je vais vous les présenter à l'oral, tant pis, et vous les aurez bien évidemment en document, mais le prochain webinaire, c'est sur la thématique de la gestion de l'eau, qui aura lieu donc le 17 décembre prochain à 14 h. Vous avez déjà eu une première communication dessus et vous pouvez dès à présent vous inscrire. Ce sera donc animé par la région Grand Est, l'agence de l'eau Rhin-Meuse et puis l'agence régionale de santé. Et sur l'année 2025, eh bien, on reparlera d'alimentation durable puisque on essayera de vraiment vous apporter des actions concrètes sur les sujets qu'on vient d'évoquer là aujourd'hui. On reviendra sur les approvisionnements, sur penser son assiette et le gaspillage alimentaire, mais de manière vraiment plus concrète. Donc c'est un peu la suite d'aujourd'hui. Ça aura lieu le 4 février 2025 et il y aura un dernier webinaire le 10 mars prochain sur la sobriété énergétique, comment être faire des réductions sur vos consommations d'énergie. Donc là aussi, ça aura lieu en 2025. Et puis, on a en préparation des rencontres territoriales qui suivront pour échanger là de manière plus physique, pas à travers un écran, mais d'échanger entre vous sur les thématiques qu'on aura pu aborder en webinaire pour que on puisse vous accompagner au mieux. Donc, recenser vraiment vos besoins pour enclencher d'autres formats sur la démarche UNAD Grand Est Tourisme Durable. Avant de vous quitter, je voulais vous remercier de nouveau d'y avoir participé et puis aussi remercier Sébastien pour la qualité de son intervention et puis donc vous dire à très bientôt, je l'espère, pour la suite de nos webinaires.